Bonjour, c'est Johnson. Nous allons parler aujourd'hui de la cinétique chimique. Je commence par la généralité. Nous allons donc fixer l'objet de ce chapitre. Alors, il s'agira ici donc d'étudier l'avancement d'une réaction chimique au cours du temps. Suivre l'avancement suppose qu'on doit s'intéresser à la vitesse. Et quand on parle de la vitesse, il faudrait qu'on sache si ça va vite, ça va moins vite ou ça va très rapidement. Alors, à cet effet, nous allons distinguer alors trois types de réactions chimiques. Vous avez les réactions rapides. Une réaction, elle est dite rapide lorsqu'elle se produit instantanément, lorsque les réactifs sont mis ensemble. Vous avez donc la réaction lente. Une réaction, elle est dite lente lorsqu'elle met des minutes, des heures avant qu'il ne se forment les produits. Et vous avez des réactions extrêmement lentes. C'est des réactions qui prennent même des années avant qu'il ne se forment des produits, comme par exemple le vieillissement du vin. Alors, nous allons nous intéresser particulièrement à une réaction chimique. J'ai pris l'exemple de l'oxydation des ions iodures par les ions peroxodisulfate. Donc, vous convenez avec moi que ces corps qui sont censés ou qui sont d'abord déposés ici en amont de la flèche, c'est eux qui sont donc les réactifs. Et ceux qui sont donc en aval de la flèche sont alors appelés les produits. Alors, quel est le vocable qu'il faut tenir lorsqu'on est avec une réaction chimique? Il faut tout le temps se dire que les réactifs sont censés se transformer ou disparaître et donner les produits. Donc les produits se forment pendant que les réactifs disparaissent. Alors, si je dois m'intéresser plus particulièrement à la formation du diode, j'ai ici pour vous deux courbes, la même courbe d'ailleurs, qui désigne la courbe de formation du produit formé. Cependant, la première ici, sur la première, j'ai pris deux dates bien distinctes. Et à la date T1, vous avez la concentration I de 1 qui s'est formée. À la date T2, vous avez la concentration I2 qui s'est formée. Eh bien, donc, la vitesse moyenne, c'est-à-dire la vitesse entre ces deux dates-là, c'est égal donc à la concentration finale, c'est-à-dire à la date T2, moins la concentration initiale à la date T1. Donc, la différence implique donc une variation, ça fait vitesse moyenne égale delta, concentration de I2 sur delta T. Et donc, pour interprétation, nous allons juste dire que la vitesse moyenne, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par les points A1 et A2 de coordonnées respectives T1, I2, T2, I2. Ça, c'est la vitesse moyenne, toujours entre deux dates. La vitesse instantanée, comme le nom l'indique, c'est la vitesse à un instant donné. En réalité, c'est juste encore deux dates, seulement ces deux instants-là sont suffisamment rapprochés au point d'être confondus à une seule date. Donc si c'est le cas, ça veut dire tout simplement que la durée étant réduite, ça devient delta T. Pour une durée réduite correspond alors à une petite variation. Donc nous passons donc de la variation à la dérivée. Donc pour interprétation, la date T1, la vitesse instantanée suppose donc de déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point de date T1. Alors, nous allons maintenant parler de la vitesse de disparition d'un réactif. Je considère donc le réactif I-, les ions iodures. Alors, pour la vitesse de disparition, observez un peu la courbe. Celle-ci, elle a une variation contraire à la précédente où on constate que c'est une croissance, ici c'est une décroissance. Je procède de la même manière et donc vous avez encore une fois l'expression de la vitesse moyenne de disparition. Ce qui différencie la vitesse moyenne de disparition de la vitesse moyenne de formation, c'est le signe moins devant. Pour indiquer que ça soit disparition ou formation, la vitesse est censée toujours être positive. Alors donc, même chose avec la vitesse instantanée. Donc, vous avez ici à déterminer donc le coefficient directeur de la droite qui passe par les points de coordonnées, les points A1 et A2. Et vous avez ici à déterminer le coefficient directeur de la droite qui passe par le point de date T1. Maintenant, si je dois considérer toujours la même réaction chimique, je peux arriver
où on peut arriver à établir une relation entre les réactifs, entre eux, et les produits également entre eux. Alors, voilà, je reconduis l'équation bilan de la réaction et que je fais comme si j'écrivais le rapport stoichiométrique, mais cette fois-ci entre les vitesses. Donc voilà, la vitesse de disparition de S de O 8 2 moins sur 1, le coefficient, égale à la vitesse de I moins sur 2, égale donc à la vitesse de SO4 2 moins sur 2, égale à la vitesse de I2 sur 1. Donc voilà donc établi, sinon la première partie de cette leçon. Donc nous allons donc faire une petite évaluation là-dessus et que je vous présente le support avec les consignes incluses. Bien, donc voilà l'évaluation que nous allons faire sur la première partie de la cinétique chimique. Je vous lis le support, on donne les potentiels standards des deux couples redox suivants, H2O2 bar H2O 1,77 volts et O2 bar H2O 0,68 volts. Donc, ici dans le support, on nous parle des potentiels standards. On est censé parler des potentiels standards en oxydoréduction en classe de 11e année. Alors donc, vous avez les deux couples redox qui sont donc donnés et les consignes maintenant. On dit d'écrire l'équation bilan de la réaction naturelle entre les deux couples. Alors, pour écrire l'équation bilan, on va profiter de rappeler en même temps comment écrire une équation bilan à partir des demi-équations électroniques. J'ai rangé donc les deux couples selon les potentiels standards croissants. Donc là, j'ai 0,68 que je place en bas de 1,77. Alors ça me permet donc d'écrire la règle de gamma. Voilà. Et donc je sais que je dois démarrer par H2O2, H2O2. C'est une demi-équation électronique, donc je mets de l'autre côté alors le H2O. Je commence par les oxygènes. J'ai deux oxygènes à gauche contre un oxygène à droite. Je vais équilibrer en mettant du 2 devant. Je passe aux hydrogènes. Je vois deux hydrogènes à gauche contre 4 hydrogènes, 2 fois 2, 4 hydrogènes à droite. Je vais devoir donc équilibrer. Deux hydrogènes ici, 4 là. Je mets alors ici 2 H+. Alors, je me rends compte que j'ai deux charges positives à gauche, aucune charge à droite. Donc, je vais devoir équilibrer en charge 2 électrons. Donc, voilà pour la demi-équation électronique. Avec la règle de gamma, je dois savoir que je dois démarrer cette fois-ci par le H2O2. H2O2 qui va donner cette fois-ci du O2. Donc, il faut justement éviter de croire que tout doit démarrer par les corps situés à gauche. Donc, la règle de gamma vous permet d'avoir le sens dans lequel doit se produire la réaction. Alors, donc ici, j'ai deux oxygènes et j'ai deux oxygènes. Les oxygènes sont déjà équilibrés. J'ai deux hydrogènes contre 0 hydrogène. Je vais donc équilibrer en hydrogène. Je mets donc ici plus 2 H+. Et comme tout à l'heure, aucune charge à gauche, deux charges positives ici. Je vais devoir éliminer avec des électrons, 2 électrons. Je forme le système et je vais donc faire la somme membre à membre. L'objectif, c'est d'éliminer les électrons. J'en ai 2 dans la première demi-équation, 2 dans la seconde. Je les élimine. Ils sont partis. Et je vois même apparaître du 2H+ en haut, à gauche comme à droite. Je les fais partir directement. Et il est resté finalement H2O2 plus H2O2. Ça fait 2 fois H2O2 de ce côté-ci. C'est le bilan. Une seule flèche. Je vois donc du 2H2O plus du O2. Voilà donc trouver l'équation bilan naturelle de cette réaction chimique. Bien, la deuxième consigne. Je vais donc lire. On réalise en présence d'ion Fe3+. Une telle décomposition. Sachez bien que Fe3+ sert ici de catalyseur puisque ça n'apparaît aucunement dans le bilan de la réaction.
L'expérience est réalisée à température constante. On considère que le volume de la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène reste constant et que le volume molaire est Vm égale 24 litres par mol. On utilise V égale à 10 ml de peroxyde d'hydrogène. De concentration molaire volumique, C0 égale 6, 17 moins 2 mol par litre. On ajoute quelques gouttes du catalyseur, comme cité tout à l'heure, et on note à divers instants le volume de O2 du gaz dit oxygène dégagé. Les résultats sont donc consignés dans le tableau ci-dessous, ici. Alors donc, la question qui est posée, c'est-à-dire la première question de la question 2, demande de montrer que la concentration molaire du peroxyde d'hydrogène restant en solution est de la forme concentration de H2O2 égale à C0 moins alpha V02 sur VVM et de préciser donc la valeur de alpha. C'était donc, c'est la deuxième consigne dans sa première question.